Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les bases de la chimie organique. Dans cette vidéo exercice, eh bien, on va travailler sur les nombres d'oxydation, simplement la dernière vidéo. Donc, je vous ai concocté quelques petits exercices que je vais donc vous détailler avant de les corriger. Dans le premier exercice, je vous demande de donner les nombres d'oxydation de différents atomes dans certaines molécules que j'ai dessinées. Puisque bien sûr, on se souvient que le nombre d'oxydation global d'une molécule fait toujours 0. Donc ici, l'objectif, c'est de donner le nombre d'oxydation du soufre dans ces différentes espèces, donc vous en avez 4, ainsi que de donner le nombre d'oxydation de ces différents carbones, ici, et le nombre d'oxydation de cet azote. Dans ce deuxième exercice, l'objectif c'est d'essayer à chaque fois d'identifier quelle est l'espèce oxydée, l'espèce réduite de ces 4 couples redox. Donc vous avez là, c'est les 4 qui sont là. Donc on verra exactement comment est-ce qu'on peut déterminer tout ça. Et enfin, alors je vous ai représenté, c'est une petite équation, qui est donc BH3 plus 3H2O donne BOH3 plus 3H2. Et l'objectif, c'est d'abord d'essayer de déterminer quels sont les atomes ici, qui ont le nombre d'oxydation qui varie durant la transformation. Et ensuite, à la fois de vérifier qu'on a conservation, c'est-à-dire qu'en gros le nombre d'oxydation de chaque molécule fait 0. Donc autrement dit, si jamais je somme le nombre d'oxydation de tous les atomes dans une molécule, que ça fait bien 0. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a ça, vérifier que le nombre d'oxydation globale de la transformation fait bien 0. Alors bien sûr, si le nombre d'oxydation de cette espèce fait 0, cette espèce fait 0, cette espèce fait 0, cette espèce fait 0, on a bien 0 égale 0. Mais en gros, l'idée c'est d'essayer de comprendre d'où est-ce que viennent les électrons dans cette réaction et où est-ce qu'ils vont. Donc essayer de déterminer quel atome modifie son nombre d'oxydation. Et enfin, d'essayer de donner les deux couples redox mis en jeu et d'identifier quel est l'oxydant et le réducteur de chaque couple. Voilà, donc je vous laisse chercher tout ça, et puis moi je vais tout corriger, donc si jamais vous êtes encore là, c'est que soit vous voulez pas les chercher, soit vous les avez déjà cherchés. Voilà, je vais les corriger dans l'ordre, donc si jamais vous bloquez sur un exercice, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à ce que je corrige. Alors, dans un premier temps, bien sûr, qui dit nombre d'oxydation dit évidemment électronégativité. On va donc devoir rappeler l'ordre d'électronégativité classique des atomes les plus communs. Alors, voilà, c'est un ordre bien sûr que je vous encourage à connaître. Donc, on a le fluor, puis l'oxygène, puis le chlore, puis l'azote, puis le brome, puis l'iode, puis le soufre, le carbone et enfin l'hydrogène. Évidemment, l'électronégativité est dans ce sens-là. Et on se souvient qu'il y a quelques atomes que je peux pas placer ici, genre le sélénium, parce qu'en fait on les voit jamais. Alors maintenant, pour déterminer le nombre d'oxydation du soufre, on fait des différentes molécules, il suffit simplement de regarder qu'est-ce qu'il a à côté. Est-ce que c'est plus électronégatif, moins électronégatif, pareillement électronégatif, et du coup de pouvoir savoir combien d'électrons il va avoir. Par exemple, ce soufre-là. Alors déjà, ce qu'on peut vérifier, c'est la correspondance avec le tableau périodique des éléments. Un soufre, c'est dans la colonne numéro 16, et donc c'est censé avoir en tout 6 électrons autour de lui. Ok. Puisqu'il est censé avoir 6 électrons autour de lui, on peut simplement regarder s'il les a bien. Ici, on voit qu'on a un soufre un petit peu particulier, puisqu'il en a un soufre qui est oxydé. Donc typiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un oxygène. On se rappelle qu'ils sont dans la même colonne, qu'ils ont la même configuration électronique. Ici, c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec un oxygène, sauf que le soufre, partant dans la troisième période, peut être hypervalent, donc pas de souci, parce qu'il a accès à ces petites orbitales 3D. Et donc, simplement, on peut avoir un soufre hypervalent, donc pas de souci à ce niveau-là. Du coup, on peut compter, si jamais on a bien 6 électrons déjà premièrement autour du soufre, et donc en effet, on va bien avoir 6. Donc pas de souci, on a un soufre qui n'est pas chargé, ça fait plaisir. Et enfin, du coup, on peut essayer de voir combien d'électrons concrètement il va lui rester. C'est simple, chaque doublé est rabattu sur l'oxygène, puisque l'oxygène est plus électronégatif que le soufre. On voit donc qu'en fait, il lui reste 0 électrons. On a donc ici un soufre qui est censé normalement avoir 6 électrons autour de lui, là il en a 0, puisque les oxygènes les récupèrent. Donc on a un nombre d'oxydation qui vaut plus 6. Un soufre qui est très oxydé. Dans cette espèce-là, alors cette fois-ci, on voit qu'on a toujours un soufre avec 6 électrons autour de lui. Cette fois-ci, c'est 2 doublés non-liants et 2 liaisons simples. Ce qu'on peut remarquer, c'est que évidemment l'hydrogène est moins électronégatif que le soufre. Cette fois-ci, donc le soufre virtuellement récupère tous les électrons autour de lui. Donc cette fois-ci, on a un nombre d'oxydation qui va valoir moins 2, puisque du coup, il y a 8 électrons qui appartiennent au soufre, alors qu'il est censé n'en avoir que 6. Cette fois-ci, on a un nombre d'oxydation qui vaut moins 2. Ici, on observe une propriété importante avec le soufre, c'est que le soufre a bien la capacité d'avoir des nombres d'oxydation extrêmement variables, en fait allant de plus 6 à moins 2, qui sont les deux nombres d'oxydation les plus extrêmes qu'on peut avoir pour le soufre, parce qu'initialement il a 16 électrons autour de lui, donc soit on lui en enlève 6 et il a un nombre d'oxydation plus 6, soit on lui en rajoute 2 et il atteint l'octet, il a donc un nombre d'oxydation moins 2. Et donc voilà, le soufre, l'une des particularités de cette espèce, c'est donc qu'il a la possibilité, parce qu'il peut être hypervalent, et parce que finalement il n'est pas si haut que ça non plus dans l'échelle d'électronégativité, il a la possibilité justement de se faire complètement dénuder, de se faire complètement piquer tous ses électrons, ou à l'inverse quand il y en a beaucoup.
Alors, eh bien, bon, bah, dans le disoufre, évidemment, les deux soufres ont la même électronégativité, donc chaque doublé eh bien, se split en deux et chaque soufre récupère un électron. Ici, en tout, on a donc chaque soufre qui a 6 électrons autour de lui, donc on a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Ici, donc de nouveau, on a toujours un soufre avec 6 électrons autour de lui, c'est des choses qui sont importantes à remarquer. Et en tout, eh bien, évidemment, tous les oxygènes piquent eh bien, les électrons au soufre, mais le carbone les lui donne. En tout, on a donc un soufre avec 2 électrons autour de lui, ces deux-là. Il est censé en avoir 6, il a donc un nombre d'oxydation de plus 4. Ok. Concernant l'azote qui est ici, l'azote on se souvient que c'est dans la 15e colonne, donc c'est censé en tout avoir 7 électrons autour de lui. Ici on voit qu'il y en a 6, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justement, puisqu'il y a 6 électrons, on s'attend à ce qu'il y ait une charge négative, et en effet, il y a une charge négative sur l'azote, donc tout va très bien. Et du coup, bien sûr, il a 6 électrons au lieu d'en avoir 5. Mais en fait eh bien, l'azote est plus électronégatif que le carbone. Donc en fait, il va venir récupérer eh bien, tous les électrons, et bien, également des liaisons NC. Donc en fait, ici, on a un nombre d'oxydation qui est le plus élevé possible, parce qu'on a une oxydation qui vaut moins 3. Qui est le plus élevé possible pour l'azote. Enfin, sur ces trois carbones-là, globalement, eh bien, les liaisons carbone-carbone vont venir eh bien, en fait, donner un électron à chaque carbone. Donc finalement, il n'y a que vraiment les liaisons oxygène et hydrogène qui vont compter. Les liaisons hydrogène vont venir donner 2 électrons à carbone, les liaisons oxygène vont venir tous lui prendre. Typiquement, du coup, ce carbone-là, bon, on vient lui piquer 3 électrons, enfin 3 doublés entiers, et on en partage un des deux. Du coup, en tout, il n'y a qu'un seul électron autour de lui. Il est censé en avoir 4 de base, on a donc un nombre d'oxydation de plus 3. Pour le carbone ici, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les deux doublés d'oxygène vont lui être piqués, du coup il lui reste au final que 2 électrons, parce que chaque liaison carbone va partager, et donc un nombre d'oxydation qui vaut plus 2. Et enfin pour celui-là, du coup l'oxygène lui en pique 2, le carbone, donc ça fait 0, le carbone lui en file 1, et les deux hydrogènes vont lui en filer 2 chacun. Parce qu'évidemment là il y a des hydrogènes, bien sûr, pour respecter la règle de Loctet. Donc en tout il récupère 1, 2, 3, 4, 5 électrons, il a donc en fait un nombre d'oxydation qui vaut moins 1. Ce qu'on observe du coup, c'est que globalement, on peut faire une règle générale, l'alcool est une forme plus réduite que le carbonyle, donc c'est-à-dire soit un aldéhyde, soit une cétone, qui est elle-même une forme réduite et bien de l'acide carboxylique. Ou si on préfère, l'acide carboxylique est une forme oxydée du carbonyle, qui est lui-même une forme oxydée de l'alcool. Ok. Alors maintenant on va passer donc, à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 on demande simplement de donner quelle est l'espèce oxydée et l'espèce réduite de chaque couple. Bon, je vous propose de commencer par ce couple-là parce qu'on vient de le faire. On a vu que ici on avait un nombre d'oxydation pour le carbone qui valait plus 3, là on a un nombre d'oxydation qui vaut plus 2. Bien sûr cette espèce-là va donc être l'espèce oxydée. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça ce couple ici, puisque... ouais non, si en fait, non, si on a bien l'espèce oxydée. Je voulais dire qu'ici on voit qu'on n'a pas conservation du nombre de carbone, donc en fait en toute rigueur ça serait mieux, et d'ailleurs en chimie organique, en pratique c'est ce qu'on va faire, d'obtenir ici l'acide carboxylique à partir de l'aldéhyde. Mais bon écoutez, c'est trop tard. Dans tous les cas ici on a un nombre d'oxydation plus 3, un nombre d'oxydation plus 2, ici on a l'oxydant, ici on a le réducteur. On voit que globalement ce qu'il faut faire ici c'est en fait identifier une espèce qui nous intéresse et de voir comment le nombre d'oxydation de cette espèce varie. Bien sûr, ce qui va être compliqué, c'est que, comme on peut le constater ici, on n'a pas conservation du nombre d'atomes, puisque je n'ai pas équilibré l'équation. Bien sûr, en réalité, pour passer de cette espèce à celle-là, il faudrait qu'il y ait autre chose qui réagisse, typiquement pour apporter un oxygène et un hydrogène. Et du coup, la variation du nombre d'oxydation de cette espèce, on va dire, compenserait la variation du nombre d'oxydation de l'autre espèce. Exactement ce qu'on va pouvoir étudier juste après. Ici, du coup, malgré tout, ce qu'il faut prendre un peu comme réflexe, c'est d'essayer de trouver quel atome est le plus à même d'avoir, d'être l'atome d'intérêt dans la molécule, pour du coup pouvoir définir comment va varier le nombre d'oxydation. Donc on voit que c'est pas forcément évident, il y a besoin d'avoir un petit peu de recul à ce niveau-là. Alors, pour ces molécules-là, ça va être un petit peu plus évident, bien sûr. Ici, on a soit H+, soit HH, donc bien sûr, on se doute que le truc qui a son nombre d'oxydation qui varie, c'est H. Ici, on a un nombre d'oxydation qui vaut plus 1, on a un nombre d'oxydation qui vaut 0. On a donc bien sûr ici la forme oxydée, et ici la forme réduite. Pour ces deux espèces-là, on voit qu'il n'y a que des oxygènes en commun entre les deux molécules, donc on se doute que c'est bien le nombre d'oxydation de l'oxygène qui intéresse. Globalement, ici on a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Là on a un nombre d'oxydation qui vaut moins 1, puisque du coup les deux hydrogènes vont se compenser, les doublés de l'hydrogène va être donné à l'oxygène, et cette liaison-là va se couper en deux, donc on a un nombre d'oxydation qui vaut moins 1. Bien sûr, on a donc ici la forme oxydée, et ici la forme réduite. Et pour celui-là, alors c'est un tout petit peu plus compliqué, on peut globalement se dire que là où il y a des oxygènes, c'est oxydé, là ça commence pareil. Et là où il y a des hydrogènes, c'est réduit. Et en effet, c'est ce qu'il va falloir faire. Maintenant, pour justifier ça un petit peu plus rigoureusement, il va d'abord donc falloir qu'on identifie quelle espèce a son nombre d'oxydation qui varie, enfin quel atome. Et en fait, ici, on se rend compte que le bore, dans les deux cas, est moins électronégatif que ce à quoi il est accroché, c'est-à-dire hydrogène comme oxygène. Rappelez-vous, le bore n'est pas présent ici. Or, le bore est un atome qu'on va être amené à croiser de temps en temps, et s'il n'est pas présent là, c'est qu'il a une électronégativité qui est plus faible que l'hydrogène. Donc en fait, ici, on se rend compte que dans les deux cas, on a un bore qui est un bore plus 3.
L'oxygène, eh bien, on se rend compte que c'est un oxygène qui, ici n'existe pas, elle est un oxygène -2. Ok, du coup, en fait, on se rend compte que ce qu'il y a vraiment sur l'oxydation qui varie, eh bien, c'est l'hydrogène, où ici on a des hydrogènes qui passent d'hydrogène -1 à des hydrogènes +1. Donc en fait, ici, c'est bel et bien le nombre d'oxydation de l'hydrogène qui varie, et du coup, ici, on a un nombre +1, ici, on a un nombre -1. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à voir, on a tendance, par symétrie, à considérer que c'est l'atome du milieu, et bien, qui a son nombre d'oxydation qui varie, mais attention, c'est pas tout à fait aussi évident, tout le temps. Bon, et bah du coup, j'ai commencé un peu à vous donner la réponse, et bien sûr, cet dernier exercice, où en effet, quel atome modifie son nombre d'oxydation? C'est bien les hydrogènes. En tout cas, dans le couple BH3-BOH3, c'est bien l'hydrogène qui modifie son nombre d'oxydation. D'ailleurs, globalement, alors qu'est-ce qu'il y avait écrit ici? On nous demande dans un premier temps de vérifier qu'on a bien une conservation du nombre d'oxydation dans chaque atome. Ça va être à peu près évident. Alors, malgré tout, je vais quand même bien venir le rédiger, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Je vais écrire la transformation auparavant. La transformation, c'est donc du BH3 plus 3H2O qui va venir donner BOH3 plus 3H2. Alors évidemment, dans H2, le nombre d'oxydation, c'est 0, parce que chaque hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Donc la somme des deux, ça fait 0, super. Dans BOH3, c'est un tout petit peu plus compliqué éventuellement. Mais on se souvient que du coup, le bord a un nombre d'oxydation qui vaut +3. Chaque hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut -2, et chaque et chaque hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut +1. En tout, le NO total, donc, c'est +3, moins 3 fois 2, et +3. Et donc en tout, devinez quoi, ça fait 0, super. Pour BH3, là c'est encore plus simple. Chaque hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut -1, le bord a un nombre d'oxydation qui vaut +3. 3 moins 3 fois 1, devinez quoi, ça fait 0. Et pour l'eau, l'H2O, encore une fois, c'est un truc qu'on avait déjà pu faire. L'oxygène a un nombre d'oxydation qui vaut -2, chaque hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut +1. Encore une fois, on a bien sûr 0. -2 plus 2 égale 0, super. Ok, donc ça c'était la première question. Ensuite, la deuxième question, c'était d'essayer de donner quels étaient les deux couples redox, et ensuite d'essayer de donner quel était l'oxydant et le réducteur de chaque couple. Donc les deux couples redox, du coup ici on voit qu'on a deux espèces avec un bord, donc on peut se douter que le premier couple ça va être celui-là, d'autant plus qu'on a pu le voir à l'exercice précédent. Donc on va avoir BOH3 et BH3 qui va être notre premier couple redox. Et du coup forcément notre deuxième couple redox ça va être H2O, H2. Maintenant, quel est l'oxydant et quel est le réducteur de chaque couple? Alors on a pu voir dans l'exercice précédent qu'ici on avait l'oxydant, donc BOH3 était l'oxydant, et qu'ici c'était le réducteur. Ici pour H2O, H2, il y a deux moyens de voir la chose. Premièrement, un oxydant réagit toujours avec un réducteur pour donner le réducteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Autrement dit, on a toujours BOH3 et H2 qui vont réagir pour donner H2O et BH3. Ou inversement. Donc forcément, H2O c'est l'oxydant et H2 c'est le réducteur. Ah oui, parce que si deux oxydants ils réagissent ensemble, si vous voulez, c'est deux trucs qui ont besoin de récupérer des électrons. Donc ils ne peuvent pas réagir ensemble en fait. Alors de la même manière, deux réducteurs ne peuvent pas réagir ensemble parce que c'est deux trucs qui vont venir donner des électrons. Donc il faut bien qu'il y ait un échange à un moment. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui donne un peu plus que l'autre. Et s'il y en a un qui donne un peu plus que l'autre, l'autre reçoit. Et du coup forcément on se met à avoir un couple oxydant-réducteur. Maintenant, la dernière question, du coup, c'est d'essayer de compter, d'essayer de regarder entre à gauche et à droite quel atome a son nombre d'oxydation qui varie, pour essayer de comprendre, en fait, dans chaque couple, quel atome a le nombre d'oxydation qui varie. Alors on va réutiliser le travail qu'on a fait précédemment. Concernant le couple BH3-BOH3, on voit qu'en fait, le bord donc, a son nombre d'oxydation qui varie pas, parce qu'il vaut +3 à gauche et +3 à droite. Donc on voit que c'est pas le bord qui a son nombre d'oxydation qui varie. On voit que l'hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut ici -1 et ici +1. Donc en fait, on voit que dans ce couple-là, l'espèce dont le nombre d'oxydation varie, ce sont les hydrogènes. C'est ce qu'on avait pu identifier à la question précédente. Okay. Dans le deuxième couple de redox, essentiellement ce qu'on a, c'est donc on a des oxygènes qui ont initialement un nombre d'oxydation -2, et devinez quoi, ils ont toujours un nombre d'oxydation -2 dans l'espèce ici où ils sont amenés, c'est-à-dire dans BOH3. Donc encore une fois, l'oxygène n'a pas un nombre d'oxydation qui varie. Par contre ici, chaque hydrogène avait initialement un nombre d'oxydation qui valait +1, et il a désormais un nombre d'oxydation qui vaut 0. Autrement dit, il a bien été réduit, il a gagné un électron. Donc en fait, on voit qu'encore une fois ici, c'est bel et bien les hydrogènes qui ont un nombre d'oxydation qui varie. Maintenant, on peut s'amuser à remarquer quelque chose d'intéressant. Ici, on a 3 hydrogènes qui ont un nombre d'oxydation -1, qui deviennent 3 hydrogènes avec un nombre d'oxydation +1. Autrement dit, chaque hydrogène a donné 2 électrons. Ok. Donc en tout, cet espace-là a donné 6 électrons. Ok. Donc là, on a un plus 6 et moins. Ok. Et maintenant ici, ce qu'on observe, c'est que du coup, dans la molécule d'eau, on avait initialement en tout 3 fois 2, c'est-à-dire 6 hydrogènes avec un nombre d'oxydation qui valait +1, et on a désormais 6 hydrogènes avec un nombre d'oxydation qui vaut 0. Autrement dit, ici, les 6 hydrogènes ont absorbé chacun un électron. Bon voilà, hein. On vient de faire un travail ici intéressant, on vient d'essayer de comprendre où sont passés les électrons de BH3, et pourquoi est-ce que,
H2 à récupérer des électrons. Enfin bref, pourquoi est-ce qu'H2O on les a récupérés plutôt. Ok, bon bah voilà, super. Bon bah on vient du coup de faire pas mal d'exercices sur le nombre d'oxydation et sur la redox globalement. Normalement, si vous avez compris tout ça, je pense que vous êtes à peu près à l'aise avec les nombres d'oxydation en chimie organique. Donc bah c'est super. Dans la prochaine vidéo, en fait, on va toujours pas, je pense, faire de la polarisabilité et du moment dipolaire. J'ai menti une deuxième fois. Je réfléchissais un petit peu à, si j'oubliais pas des choses. Et en fait, je pense que ça peut être pas mal de faire un peu dans la même lignée de cet épisode-là, un épisode sur les acides bases en chimie organique. Parce que je suis pas forcément revenu sur la définition de ce que c'était un acide de Bronsted, une base de Bronsted, un acide d'Lewis, une base d'Lewis. Et pourtant, c'est des choses intéressantes, voire nécessaire. Donc je vais rapidement revenir sur tout ça très prochainement, je pense dans la prochaine vidéo. Encore une fois, ça sera un peu du coup une analogie, des choses que vous avez déjà normalement traitées sous forme de calcul. Là on le verra avec des molécules quoi. Et puis ensuite, promis, on commencera à passer aux probabilités des molécules. Bon, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis sur ce, du coup, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo de cette série. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.